Bien, monsieur le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, monsieur le président honoraire de l'université Montpellier 2, cher Jean-Louis, je salue également, mesdames et messieurs, les élus de la ville de la métropole, monsieur le président du conseil d'administration de Polytech, je salue également, mesdames et messieurs, les vice-présidentes et vice-présidents de l'université, mesdames et messieurs, les directeurs du FR École et Institut, chers doyens d'ici et d'ailleurs, monsieur le doyen, puisque aujourd'hui la cérémonie est organisée en l'honneur d'un doyen, non pas de l'Université de Montpellier, il y a des doyens ailleurs qu'à l'Université de Montpellier, mais donc un doyen de l'Université de Sherbrooke, Faculté des sciences de Sherbrooke. J'en profite également pour saluer l'ensemble des collègues de Polytech, de la Faculté des sciences, d'autres composantes, par exemple l'École nationale supérieure de chimie, c'est ceux que je vois donc face à moi, et puis également donc quelques collègues de l'Université de Sherbrooke. Je salue également les étudiantes et les étudiants présents. Alors, une cérémonie de doctorat honoris causa, en principe, c'est réglé par un protocole. Il y a un mot d'introduction. Là, il y en aura plusieurs. Il y a ensuite un discours du parrain et il y a la réponse donc du récipiendaire. Mais compte tenu eh bien, du fait que l'Université de Montpellier et l'Université de Sherbrooke eh bien, ont des liens étroits, mais qui se déclinent donc au niveau des composantes entre les facultés, nos structures internes, tant au niveau de l'Université de Sherbrooke qu'au niveau donc de l'Université de Montpellier, eh bien, le directeur de Polytech interviendra aussi pour expliquer ces liens internes aux établissements, mais également la ville de Sherbrooke et la ville de Montpellier, monsieur le maire président, eh bien, ont un long passé commun, un passé de jumelage dont je me plais à rappeler que sous votre mandat, eh bien, ce jumelage a repris corps, puisqu'il avait quelque peu été, je dirais, laissé de côté quelques années précédentes. Or, quand même, Montpellier-Sherbrooke, c'est une histoire d'amour, une histoire également ancienne, une histoire qui a l'avantage quand même de ne pas avoir l'obstacle de la langue. Donc quand il y a un jumelage qui cumule donc tous ces éléments, eh bien, autant le redynamiser. Et donc votre présence aujourd'hui, monsieur le maire, eh bien, nous honore, marque également ce lien qu'il y a donc entre les collectivités territoriales. Donc merci pour votre présence et je vous laisse immédiatement la parole donc pour nous dire un mot d'accueil. Merci en tout cas d'être parmi nous. Monsieur le Président, très cher Philippe Auger, merci de vos mots, merci de votre engagement pour l'Université de Montpellier. Je voudrais évidemment saluer Ms. Torres pour Polytech, celui qui va prononcer le discours, celui qui va être le récipiendaire, pardon. Je vais en dire quelques mots. L'ensemble des membres de la communauté universitaire scientifique, sur l'ancien président de l'université, on ne se quitte pas aujourd'hui, entre l'académie et maintenant, voilà. Et puis, beaucoup d'étudiants. Alors, je ne sais pas comment il faut prendre les choses, je suis en fond, professeur ici, c'est la géographie de la salle. Mais il est très appréciable que vous assistiez à ce type de cérémonies qui sont très importantes. Effectivement, vous avez étudié en France, Strasbourg et le CEA, le plateau de Saclay, mais directeur doyen de la faculté des sciences de Sherbrooke, et donc ville jumelle de Montpellier. Ville jumelle parce qu'en 2006, un accord de coopération et puis de jumelage en 2013 ont été noués. À quoi le devons-nous? Eh bien, à vous, mesdames et messieurs, les universitaires, les chercheurs, les scientifiques, qui avaient préfiguré les relations entre nos deux villes, parce que l'intensité des échanges académiques était telle que le maire de l'époque, mon ami Hélène Mandrou, a jugé utile d'engager cet accord de coopération. Et que se passe-t-il? Et cela doit être salué. Eh bien, tous les 2 ans, des échanges universitaires se déroulent à Sherbrooke, à Montpellier, et en 2025, c'est à Montpellier. Nous aurons l'occasion à nouveau de nous retrouver. Je ne manquerai pas de l'inscrire à mon agenda que se tiennent ces rencontres. Cela est une très bonne chose,
D'abord, c'est vrai, Monsieur le Président, cher Philippe, c'est une défense de la francophonie. Si l'anglais compte dans les publications internationales, la langue française, dans laquelle le Québec, je dis le Québec, est si attaché, et nous aussi, eh bien, doit vivre. Et c'est important aussi que la science s'exprime en français. Le second, nous avons été accueillis par Vivaldi, et la musique est un langage universel. Et qu'il me soit permis de le dire aussi, que la science est une nécessité universelle. Car ce qui se passe ici dans la faculté des sciences, ici à l'école Polytech, dont je salue son président, au sein de l'université de Montpellier, et de la même manière à l'université de Sherbrooke, dans votre faculté, est un élément très important. Sans doute l'une des premières communautés scientifiques, l'une des premières communautés mondiales, fut la communauté scientifique. Ce sont les échanges académiques qui, eux, ont été les premiers à franchir les frontières pour ici constituer des jurys de thèse, là pour mener des colloques, pour contribuer à une ambition, celle du progrès humain, qu'il soit médical, qu'il soit aujourd'hui dans les défis de l'intelligence artificielle, qu'il soit dans les enjeux de la robotique, qu'il soit dans tous les enjeux que ces composantes ici portent. Et donc, je veux le saluer et le dire au nom de l'équipe municipale qui est à mes côtés, mais au nom des Montpelliérains et des Montpelliéraines, que cette cérémonie de docteur honoris causa à Montpellier se tient bien sûr à l'Université de Montpellier, à la Faculté des Sciences, à Polytech, mais dans une ville qui croit dans la science, qui pense que les citoyens et les citoyennes de cette ville doivent être engagés pour soutenir leur communauté scientifique. Qu'être Montpelliérain, comme être habitant de Sherbrooke, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec mon homologue, maire, sur ce sujet, est une fierté. Parce que derrière ces murs que sont ceux de nos universités, il y a les laboratoires, il y a la transmission auprès des étudiants et des étudiantes du savoir qui progresse dans les laboratoires. Et dans un temps où l'obscurantisme, la défiance à l'endroit de la science, parfois l'instrumentalisation politique de la science et donc la non-défense des libertés académiques existe, eh bien, il est important de rappeler que les communautés démocratiques, les communautés de citoyens soutiennent la science. À la fois son excellence en termes de recherche, les liens qui peuvent se nouer, et je veux encore les saluer, et la distinction que vous allez recevoir en est une belle preuve, et la diffusion auprès de la cité à travers des conférences. Et ce matin à 14h, j'étais à l'Académie des sciences et des lettres, tenant des conférences grand public, comme beaucoup de chercheurs de l'université y contribuent. Et enfin, permettez-moi de vous dire que vous êtes certes de Sherbrooke, mais que vous êtes aussi très montpelliérain. Personne ne va au jugement. Moi, je trouve incroyable, permettez-moi de m'adresser à vous en ces termes, d'avoir, au-delà de vos recherches, au-delà de vos enseignements, au-delà des nombreux jurys de thèse, parcouru 1400 km en vélo pour promouvoir une manière éco-responsable de diffuser le savoir. Et je veux le soulever ici, dans une université où à l'intérieur tout est paisible et calme, mais où à l'extérieur tout est en chantier, pour faire de la place pour le vélo, pour le tramway, les transports en commun que nous avons rendus gratuits. Et en cela, je m'autorise à le relever. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans ces amphithéâtres se posent toute cette question du sens et de la question de la durabilité de notre planète. Et nous pouvons leur répondre par les changements que vous défendez. Je me permets ici de le relever, que nous essayons, nous décideurs publics, d'accompagner, parce que la science, c'est elle qui nous dit qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est donc la nécessité d'écouter en permanence les scientifiques pour guider les grandes transformations de notre monde et en relever chacun de ces défis. Donc, au-delà de vos travaux académiques et de toutes les coopérations qui seront saluées
dans quelques temps, je me permets, moi, de relever cet aspect-là. Soyez, monsieur le doyen, très chaleureusement félicité pour cette distinction de docteur honoris causa qui vient retrouver une longue liste décernée par l'Université de Montpellier. Il serait périlleux de ma part de me lancer parce que je vais en oublier. Et permettez-moi, et vous m'autoriserez, Monsieur le Président, et tu m'autoriseras à rejoindre une autre figure que Monsieur le Président a saluée il y a 3 ans de cela, qui était le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, grand médecin, l'homme qui réparait les femmes et qui est une des très grandes figures. Et donc être docteur honoris causa de l'Université de Montpellier, c'est bien sûr dire ses liens avec Montpellier, mais c'est dire ses liens avec l'universel. Mes félicitations et merci à vous de l'intensité des liens entre 2 villes qui s'aiment, 2 villes jumelles, Montpellier et Sherbrooke. Merci Monsieur le maire pour ces propos, rappelant effectivement la réalité et l'intensité des relations donc entre nos 2 sites. Alors, dans un propos introductif du président de l'université, la partition est écrite par avance, chers collègues, puisque d'abord, je ne peux pas parler de vous. Donc, je ne parlais pas de vous, notre accession au décanat, et finalement, elle est assez récente, mais vous avez avant donc toute une série de responsabilités. Mais je pense que vous avez commencé une nouvelle vie depuis quelques mois, puisque regardez l'état des doyens au niveau université, la fatigue les marque. Et donc, je pense, monsieur le doyen, que dans quelques mois, peut-être, vous diriez que c'était mieux avant, mais non, c'est passionnant que d'être doyen. Ceux qui sont aussi bien directeurs d'école que doyens le confirmeront. Mais, monsieur le doyen Soldera, je ne peux pas parler de vous parce que vous avez un parrain qui doit prononcer votre éloge. Et donc, je ne voudrais pas me fâcher avec le parrain et lui griller les éléments de langage. Par ailleurs, je ne peux pas non plus parler des relations qui unissent la faculté des sciences de Sherbrooke avec des composantes de l'université, et tout particulièrement aujourd'hui Polytech, puisqu'il y aura une intervention juste après moi de Lionel Torres, directeur de Polytech. Et un président ne se fâche jamais avec un directeur de composante. Donc, je n'ai pas non plus lui griller la politesse de ces éléments. Donc, a priori, je n'aurais rien à dire. Mais comme je suis juriste, un juriste, ça parle toujours, ça a quand même des éléments à dire, tout et n'importe quoi. Non, il me restera quand même 2 éléments à évoquer. D'une part, signifier, expliquer ce qu'est une cérémonie de docteur honoris causa. Et c'est vrai que peut-être que dans l'auditoire, certains assistent pour la première fois à ce genre de cérémonie, ce type de cérémonie. Donc ce sera le premier élément. Et puis quand même dire quelques mots entre les 2 institutions universitaires, à savoir donc l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montpellier. Alors, sans être trop long sur le sens de cette cérémonie. Le sens de cette cérémonie, doctorat honoris causa, c'est un titre honorifique, chers collègues, qui aujourd'hui est organisé depuis un texte de 1918, quelque peu donc réformé en 1982. Mais en fait, c'est plus ancien que cela, puisque les doctorats honoris causa remontent au XVIIe siècle et dans un contexte où il y avait justement les maîtres qui allaient d'un site à l'autre, il y avait à travers ce titre la volonté de reconnaître l'engagement, de reconnaître également, je dirais, la notoriété de personnes pour les services rendus, à l'époque on disait, aux arts, aux lettres et aux sciences. C'était bien sûr ici au sens large. Et avec le temps, ces doctorats honoris causa se sont développés, partis initialement donc dans de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les universités délivrent justement des titres doctorats honoris causa, des personnalités de nationalité étrangère, justement en raison juste soit de leur parcours universitaire, soit également des liens qui unissent les 2 institutions, ou également des projets qui ont pu être portés entre le récipiendaire et telle ou telle structure. Simplement, docteur honoris causa, et monsieur le maire l'a évoqué, nous gardons ce titre, donc, non pas jalousement, mais nous gardons ce titre pour des collègues avec qui quelque chose soit été construit, soit est en cours de construction, soit projette donc de nouveaux partenariats. Et également donc pour des collègues avec qui nous partageons valeurs, principes,
peut-être aussi bicyclette pour certains, pas pour moi en tout cas, mais en tant que tel, donc, avec lesquels il y a, je dirais, sous la formule consacrée, des atomes crochus ou quelque chose donc de pouvoir travailler ensemble. Et donc, nous ne pouvons, dans les universités françaises, que délivrer que 4 titres de doctorat honoris causa par an. Et même si les universités, nous sommes juridiquement, ou du moins des discours politiques, autonomes, indépendants, surtout quand il faut payer les dépenses qu'on ne nous compense pas, pour autant, quand il suffit de délivrer un titre, eh bien là, l'État regarde. Et effectivement, même si nous délibérons, nous décidons donc, nous souhaitons délivrer un doctorat honoris causa, eh bien, la tutelle, cette tutelle française, cette tutelle de l'État central, dont le maire dirait la France des projets contre la France des procédures, eh bien, est là, omniprésente pour valider les choix que nous faisons. Mais, chers collègues, bien évidemment, il n'y a eu aucune difficulté lorsque nous avons proposé votre nom. Alors, cela étant, le doctorat honoris causa, c'est effectivement un titre honorifique. Vous serez, dans quelques instants, docteur de l'université, donc cette université sera la vôtre, comme elle est déjà un peu, avec vos présences régulières, et comme, j'espère, elle le deviendra encore plus. Mais elle traduit, je dirais, une étape de plus dans les relations que nous avons avec l'université de Sherbrooke. Monsieur le maire l'a évoqué, Montpellier, Sherbrooke, deux villes jumelles, et donc deux universités qui, travaillent ensemble. Je dirais, deux universités, c'est un petit peu plus que deux universités. Hier, c'était 4, maintenant c'est 3. Peut-être un jour, ce sera effectivement 2, mais bon, l'avenir appartient à ceux qui le verront. Donc, en tant que tel, avant, il y avait 3 universités montpelliéraines, mais là, les relations, donc, sont entre 2 universités de Montpellier et l'université de Sherbrooke. Et je dois dire que cela se fait en très bonne intelligence. Et d'ailleurs, chaque 2 ans, il y a ces rencontres Montpellier-Sherbrooke. La dernière édition, donc, à laquelle je n'ai pas pu me rendre, c'était à Sherbrooke en juin 2024, mais j'ai eu quelques échos de vice-présidents, de directeurs qui ont été à Sherbrooke. La prochaine, donc, aura lieu, la prochaine édition à Montpellier en 2026, et l'intérêt, c'est justement d'avoir des regards croisés. Regards croisés entre des représentants, donc, de différentes communautés scientifiques, à travers des séminaires, à travers des colloques, à travers des réunions qui permettent donc, de confronter des points de vue, confronter également des projets de recherche et de formation. Et donc là, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'inscrit dans le temps. Et par ailleurs également, ça a été l'occasion cette année de renouveler, monsieur le doyen, l'accord cadre d'alliance stratégique entre nos universités respectives. Parce que certes, on se réunit, mais quand même, il faut un minimum de formalisme à cela. Et donc, il y a un accord cadre qui a été renouvelé. Et donc, cette année, pendant 3 jours, 40 ateliers scientifiques ont regroupé 200 participants. Par ailleurs, les relations entre l'université de Sherbrooke et l'université de Montpellier se traduisent également par la remise de ces titres de docteur honoris causa ou de docteur d'honneur. En effet, en 2010, un doctorat d'honneur avait été remis au doyen Bernard Durand, qui était à l'époque doyen de la faculté de droit. En 2015, j'ai eu le privilège de recevoir également un doctorat d'honneur de l'université de Sherbrooke. Et en 2011, nous avions honoré à l'université Montpellier, c'était avant la fusion, donc notre collègue Luce Samoisette, qui était alors rectrice de l'université de Sherbrooke, juriste, fiscaliste, qui avait été donc honoré de doctorat honoris causa, traduisant donc par là même ces liens institutionnels. Et puis, au-delà de cela, il y a également les mobilités. Les mobilités, puisque, sans rentrer dans trop de statistiques, il y a quand même eu cette année 21 mobilités étudiantes entrantes et 13 mobilités étudiantes sortantes. Ça veut donc dire que les étudiants de Sherbrooke sont venus à Montpellier, les étudiants de Montpellier sont venus à Sherbrooke, sont venus à l'université de Montpellier. Bon, je crois que votre fils, lui, a choisi celle qui est, il suffit de traverser la rue ou la route, comme dirait l'autre, mais vous avez choisi une université voisine et non moins amie. Et puis, non mais je le dis, parce que la relation c'est excellente avec la présidente Fraisse. Non, je ne veux pas qu'après on extrapole sur là où il y a le beau fixe et aucun nuage. Et puis également, je veux dire que ces relations, elles se traduisent parce que nous faisons de la formation, nous faisons aussi de la recherche par des publications et des copublications. Et depuis 2019, je remercie la direction de la relation internationale pour ce travail de recensement. Il y a eu 104 copublications entre chercheurs, anciens chercheurs
de l'Université de Montpellier et de l'Université de Sherbrooke, témoignant qu'au-delà de ces rencontres scientifiques donc, qui ont lieu tous les 2 ans, eh bien, il y a continuité et que l'action se déroule ensuite tout au long de l'année. Enfin, pour conclure, recherche, mais également formation, et l'Université de Sherbrooke a une reconnaissance internationale, notamment dans la question des pédagogies innovantes et de l'apprentissage actif. Et là, donc, des travaux communs entre l'Université de Sherbrooke et Polytech, mais ce sera la seule allusion que je ferai aux relations entre les composantes et Polytech, eh bien, dans ce domaine, traduisent également donc, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Enfin, au-delà de la reconnaissance à travers les pédagogies innovantes, il y a également une visibilité internationale de l'Université de Sherbrooke. Je ne vais pas reprendre toutes les places de l'Université de Sherbrooke des classements internationaux. Je voudrais simplement dire un élément, c'est la question de la certification, puisque vous êtes, donc votre université est au premier rang mondial de la certification STARS, autour donc notamment, alors, Sustainability Tracking Assessment and Rating System, vous avez tous compris. Donc, en tant que tel, il y a aussi cette volonté de jouer dans les classements internationaux au-delà donc du classement classique de Shanghai. Bref, votre présence ce soir, chers collègues, et l'honneur donc que nous avons à vous délivrer le doctorat honoris causa, eh bien, est tout à fait logique. C'est une pierre de plus à cet édifice des relations entre nos 2 établissements, entre nos différentes composantes et entre nos 2 villes jumelles. Donc c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir et donc de faire en sorte que dans quelques minutes, ou quelques quarts d'heure, vous soyez donc désormais des nôtres et un docteur de l'Université de Montpellier. Merci à vous, chers collègues. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Merci aussi pour l'accompagnement dans le cadre de cet honoris causa, hein, uniquement 4 sur l'université chaque année. Et c'est aussi effectivement tout un parcours et un process qui a été mis en place avec un accompagnement de l'université. Monsieur le maire et le président, merci. Merci d'être présent. Toujours très heureux de vous accueillir ici même et de pouvoir dialoguer avec les collègues élus que je vois ici même et puis vos services, parce qu'on a fait un petit point juste avant donc cette cérémonie et on a vu, je crois, tout le lien qui unit l'université, bien entendu, Polytech, avec la métropole. Et le nombre d'actions ne cesse d'augmenter et je sais que vous y êtes pour beaucoup, ainsi que les collègues qui vous accompagnent. Voilà, donc, Monsieur le Président du Conseil de Polytech, cher Philippe, Monsieur le Président honoraire, cher Jean-Louis, chers et chers collègues, chers et chers élèves ingénieurs également, j'espère que dans le cadre effectivement du protocole, j'ai oublié personne, mais je voudrais souligner tout l'attachement effectivement que j'ai à ce type de cérémonie. Et je voudrais tout particulièrement remercier également les collègues de la Faculté des Sciences, de l'École de Chimie, de l'Institut Agro qui sont présents ce soir et qui accompagnent effectivement la dynamique. Parce que vous allez voir que l'Université de Sherbrooke, ce n'est pas uniquement effectivement avec Polytech, tu l'as rappelé effectivement dans ton discours, mais c'est également un ensemble de composantes de l'Université de Montpellier. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on met en honneur avant de mettre effectivement en honneur, entre guillemets, une composante en particulier. Voilà, alors la dernière cérémonie honoris causa dans cet amphithéâtre remonte en fait en 2016. Et à l'époque, nous avions honoré un collègue brésilien, le professeur Ricardo Reis. Alors depuis, je vais le citer, on reçoit 20 à 30 étudiants brésiliens chaque année. Voilà, donc voilà le défi qui va être le défi que l'on doit relever, voilà, ensemble. Mais en fait, on n'y est pas, on n'est pas loin en fait. On n'est pas loin là-dessus. Voilà, donc on passe donc du coup de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, en honorant Armand Soldera, doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Sherbrooke. Son éloge, ça a été dit, sera réalisé par Eric. Je tiens à remercier Eric parce que je crois que tous les liens effectivement qui nous ont unis, il y a eu vraiment un travail de fond important qui a été mené par Eric pour que tout cela puisse se mettre en place. Alors, je souhaite peut-être préciser aux élèves, et je vous remercie pour votre présence, que vous l'avez constaté, quand on vient en enseignement, on ne vient pas avec la robe universitaire.
Voilà. Donc, mais moi, j'y attache une forme d'importance. Aujourd'hui, on est là pour accueillir un collègue dans la communauté universitaire, et c'est tout un symbole. Et ce symbole, je crois qu'il faut qu'on le maintienne. Il faut que ce symbole soit aussi le témoignage de toute la considération que l'on peut avoir pour la communauté universitaire, mais également lorsqu'on accueille donc un collègue de la communauté universitaire. Donc c'est le vêtement officiel des personnels enseignants et administratifs membres de l'université en France. C'est un héritage, bien entendu, historique. Mais je crois que si on accueille aujourd'hui notre collègue Armand Soldera dans la grande famille de l'université, il faut le faire avec fierté, bien entendu, mais solennité, convivialité, bien évidemment. Alors, vous l'avez compris, hein, les liens qui nous unissent avec l'université de Sherbrooke et nos cousins québécois sont très étroits. J'ai eu le plaisir, moi, personnellement, de visiter plusieurs fois cette université. Pour moi, c'est une université qui est une source d'inspiration. Ça a été rappelé, l'engagement dans la transition écologique est remarquable. Les centres de recherche sont parmi les meilleurs au niveau international. J'ai été vraiment, vraiment impressionné par le centre de Pointy, qui fait partie certainement aujourd'hui d'un des meilleurs centres de recherche dans ce domaine-là au niveau mondial. La formation est au cœur de l'innovation. Vos associations avec le tissu économique sont remarquables. Et aujourd'hui, honorer en fait et honorer cet honoris causa, c'est aussi parler de la collaboration qui nous unit avec l'université de Sherbrooke. Alors, peut-être une petite anecdote, puisqu'il y a quelques années, en fait, doit être 2019, hein, peut-être 2018, 2019, Éric Anglaré et Armand Soldera ont poussé la porte de mon bureau, puis ils sont arrivés en me disant on va faire le Tour de France en vélo. Je ne connaissais pas Armand, hein. Donc vous imaginez un collègue québécois qui arrive dans le bureau et qui vous dit on va faire le Tour de France en vélo, puis pourquoi pas. Alors c'était peut-être surprenant, mais de notre côté, il faut parfois se laisser surprendre. Et donc on a tombé un certain nombre de barrières. Donc c'était un projet complètement fou. Nous l'avons accompagné avec enthousiasme. Et au-delà, j'allais dire, de l'exploit sportif, c'est aussi des valeurs que tu souhaitais transmettre. Et ces valeurs, elles étaient complètement alignées avec nos valeurs. Et je crois que le point de départ était réellement, en fait, les valeurs qu'on pouvait partager. Sensibilisation à la transition écologique, ouverture sur le monde, collaboration, persévérance, engagement. La dernière étape était à Montpellier, d'ailleurs reçue par la mairie et avec un événement tout particulier. Vous imaginez, on était peut-être une soixantaine ou 80, entre 60 et 80, arrivés en tenue de vélo dans le hall de la mairie, accueillis par Claire Hart, que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque, et donc vice-présidente de relations internationales à la métropole, et qui a été un petit peu surpris de nous voir dans cet accoutrement. C'était assez cocasse. Mais de notre côté, je crois que au-delà effectivement donc de ce symbole-là, hein, qui est relativement très fort, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette démarche-là, c'est comme on dit chez toi, les bottines ont suivi les babines. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est une très belle expression, tout simplement imagée, qui précise que tu as su transformer les intentions avec des actions concrètes. Voilà. Et donc aujourd'hui, bien entendu, c'est plus de 75 étudiants de Polytech qui ont bénéficié de cet accord. Je pense quasiment autant du côté de la faculté des sciences. C'est un laboratoire commun qu'on a mis en place sur l'innovation pédagogique, des activités de recherche, ton intervention très appréciée dans le cadre de Make It, donc des enseignements communs, et puis un projet pédagogique qui parfois peut faire sourire. Donc vous voyez qu'on fait un petit peu des choses folles avec Sherbrooke, hein, puisque maintenant on fait de la bière. Voilà, donc on a décidé de commercialiser une bière. Alors au-delà du fait que ça puisse faire sourire, c'est aussi un projet pédagogique fabuleux qui fait une alliance entre différentes disciplines, que ce soit donc le génie bio et l'agroalimentaire, que ce soit l'informatique et l'électronique. Et on a un certain nombre d'étudiants de l'école, y compris des enseignants, qui travaillent sur ce projet-là, à tel point que la bière est d'ailleurs vendue sous l'étiquette débris de Polytech dans toutes les bonnes adresses de Sherbrooke, et notamment pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Ciboire. Voilà, donc, et je pense que bientôt elle sera disponible à Montpellier. Donc aujourd'hui, en te décernant l'honoris causa, bien évidemment, on va reconnaître tes réalisations qui sont exceptionnelles, hein, en termes de collaboration avec l'Université de Montpellier, ton rôle fédérateur, ton engagement à nos côtés, et puis toute ta passion. Tu es un homme passionné, passionné pour transmettre tes compétences et tes connaissances, mais je tiens aussi à rappeler que
tu es doyen de la faculté des sciences, mon collègue doyen de la faculté des sciences est également présent. Je pense sincèrement que les sciences et l'ingénierie ne font qu'un. Ce serait quoi un ingénieur sans de solides bases scientifiques? Qu'est-ce que serait un scientifique sans appréhender l'ingénierie? Donc l'ingénierie des sciences ne sont pas seulement des disciplines, mais l'histoire nous montre que cette alliance est un art qui façonne le monde de demain. Alors je sais que chaque jour dans ta faculté, tu promeus cette alliance qui est indispensable. Nous essayons aussi de le faire. Je crois qu'on le démontre chaque jour de plus en plus. Et pour notre jeune génération, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour travailler à un avenir durable. Donc, cher Armand, nous sommes très fiers que tu reçoives aujourd'hui cette magnifique reconnaissance au sein de notre école. Très fiers que tu rejoignes notre communauté, et une communauté qui est celle de l'Université de Montpellier. Merci. Monsieur le Président de l'Université, cher Philippe Auger, Monsieur le Président du Conseil, cher Philippe Maragouin, Monsieur le Directeur, cher Lionel, chers partenaires internationaux, vous savez que c'était la semaine internationale à Polytech et je suis ravi de voir que nos partenaires sont restés pour certains d'entre eux. Chers collègues, chers étudiants, chers amis, cher Éloi, chère Catherine, cher Armand, cher Filleul. Et j'ai perdu ça. Ça commence bien. En tant que nouveau doyen de la faculté des sciences, ton premier discours à la collation des grades. Alors, collation des grades, on serait tenté de le traduire en français par pot de thèse, mais ça vient du latin, collatio, qui signifie conférer un grade. Il s'agit donc de la remise des diplômes à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke, qui se manifeste en toge également. Donc, ton premier discours a consisté, comme le veut la tradition, à présenter et à faire l'éloge des diplômés de ta faculté au recteur de ton université. Vous assistez ici à deux gestes traditionnels québécois. En haut, le tourbillon des foulards, qui se produit à la fin du discours de chaque doyen. Et en bas, le retournement des capes, au moment où le recteur, donc l'équivalent du président de l'université, déclare l'ensemble des étudiants diplômés. Nous verrons tout à l'heure, cher Filleul, lorsque Monsieur le Président t'attribuera ton diplôme honorifique, si tu respectes les traditions québécoises. En attendant, c'est un grand honneur pour moi de revêtir aujourd'hui le costume de parrain de mon premier diplômé docteur honoris causa et de vous en faire l'éloge, Monsieur le Président. Soldera, pour ceux qui ne le savent pas, tu possèdes, parmi d'autres, la nationalité italienne. Mais que ce soit clair, je ne suis pas ton parrain au sens italien du terme, même si je dois reconnaître que parmi tes nombreux domaines d'excellence, je raffole de tes savoureuses pâtes à la carbonara. Mais ce ne sont pas tes compétences culinaires que nous mettons à l'honneur ce soir, quoique nous y reviendrons. Comme vous le savez, nous célébrons ce soir le professeur Armand Soldera dans le cadre de l'amitié et des échanges universitaires franco-québécois. Le Québec, ce n'est pas un département d'outre-mer, et pas seulement la province des chanteuses à voix et des cabanes à sucre, comme le pensent parfois les maudits français. La belle province est avant tout l'Amérique du Nord, et à mon sens, le meilleur de l'Amérique du Nord. Avec son sens de l'innovation, de l'anticipation, son pragmatisme, la valorisation des parcours individuels et de l'autonomie, la simplicité d'expression et de pensée, le meilleur de l'Amérique du Nord, donc, mais en langue française, à quelques expressions croustillantes près, et avec une touche latino-européenne, notamment un certain esprit critique, un culte des sciences, un sens du collectif et une forte sensibilité aux enjeux écologiques. Nos élèves ingénieurs ne s'y trompent pas. Le Québec est devenu depuis une dizaine d'années, et de loin, la première destination pour leurs études à l'étranger, et notamment pour les parcours bidiplômants. Ils y découvrent une autre manière de transmettre les connaissances, avec des enseignants qui mettent l'accent sur leurs compétences plutôt que sur leurs faiblesses, les encouragent plutôt que de les sanctionner, valorisent leur autonomie et leurs différences. Avec leur double ingénieur français et maîtrise double diplôme, ingénieur français maîtrise québécoise, ils bénéficient automatiquement d'un permis de travail de 2 ans pour démarrer leur carrière en Amérique du Nord. Une des contributions majeures du professeur Armand Soldera, lorsqu'il était entre 2018 et 2024 vice-doyen au développement et au partenariat, a été la mise en place à la faculté des sciences de maîtrise dite de cours, orientée vers la pratique professionnelle, et donc particulièrement adaptée et largement ouverte à nos étudiants en double diplôme. Essentiellement à la faculté de génie il y a 10 ans,
à la faculté des sciences en matériaux et en informatique aujourd'hui, demain en cybersécurité, en sciences quantiques ou en intelligence artificielle. Les échanges entre Polytech et l'Université de Sherbrooke continuent à se développer. Ces échanges internationaux sont indispensables pour la formation de nos élèves ingénieurs citoyens. Mais dans un contexte de changement climatique, on sait que ces échanges pèsent lourd dans l'empreinte carbone de nos écoles. Or, Polytech Montpellier et l'Université de Sherbrooke ont fait des enjeux écologiques et du développement durable un cheval de bataille prioritaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vrai plaisir de croiser les biches quand on va sur votre campus. Comment faire la promotion de tes nouveaux programmes de maîtrise? Comment recruter nos élèves pour des doubles diplômes dans ton université, tout en les sensibilisant aux enjeux de la transition écologique? C'est lorsque nous avons présenté nos projets de traversée de l'Atlantique en cargo à voile que tu nous as répondu, cette idée un peu folle, dont on a déjà parlé, de nous rendre visite en vélo. Donc voilà la fameuse carte de ton Tour de France. Ce défi était d'autant plus ambitieux qu'à l'époque, tu n'étais pas cycliste. Mais tu as proposé comme sujet de master à un étudiant de la faculté des sciences de l'activité physique, l'équivalent de notre STAPS, ta préparation physique. L'étudiant en question a reformulé le sujet, utilisation d'une épreuve à effort cardio-respiratoire comme outil de préparation d'exercice du professeur Armand Soldera. Et 6 mois plus tard, bravo donc à l'étudiant en question, Martin Bernier, vous voilà parti pour un périple de 1400 km qui te mènera de l'aéroport Charles de Gaulle à la mairie de Montpellier, où Claire Hart nous attendait pour une arrivée triomphale. Nous en avons déjà parlé. C'est d'ailleurs dans le cadre donc, des rencontres Montpellier-Sherbrooke, car on est arrivé à la veille des rencontres Montpellier-Sherbrooke, donc c'est dans le cadre de ces rencontres que nous nous sommes rencontrés, cher Armand, en 2019 à Sherbrooke. Nous l'avons déjà indiqué, Sherbrooke est internationalement reconnu pour ses méthodes d'apprentissage actif, notamment pour l'apprentissage par problème. C'est dans ce domaine que nous avons mené notre première collaboration, avec d'autres, bien sûr, notamment Nadi Bredy, Christelle Lézon, Florian Meyer de votre côté, Armand Mehdi, Rosane Leparc d'une autre. C'est le fameux projet LIAN, qui a conduit à une réflexion et une expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques dont bénéficient aujourd'hui nos étudiants de matériaux ici présents. Je me permets de montrer cette photo pour saluer les chers collègues associés au LIAN, mais également pour souligner ton appétence pour le travail en équipe. Toi, l'homme de réseau, reconnu pour son esprit de concertation, tu cites régulièrement ces mots de Kofi Annan, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat, des mots qui résonnent particulièrement avec l'actualité aujourd'hui. Un autre projet d'envergure, Lionel en a parlé, qui a mis cette fois en première ligne les étudiants de génie biologique et alimentaire également ici présents, a été le projet des Brides, donc piloté par Marc-Antoine Lozon chez vous, Charles Cuneau chez nous, avec la conception de la bière, à l'échelle de la consommation personnelle chez nous, 1 litre, à l'échelle de la production industrielle chez vous, 1 hectolitre, voire 1 mètre cube. Et donc les personnes qui étaient présentes aux dernières rencontres Montpellier-Sherbrooke ont eu le plaisir de la déguster. Proposer à nos étudiants de nouvelles manières d'étudier, imaginer des cadres pour les faire travailler ensemble, les sensibiliser aux enjeux de la transition écologique, mais avant tout leur transmettre la connaissance. C'est un de tes engagements forts qu'on retrouve systématiquement dans tes différentes interventions publiques et qui nous apparaît une évidence lorsqu'on suit un de tes cours. On verra cela dans un instant. Si on met le professeur Armand Soldera à l'honneur ce soir, c'est pour son engagement constant auprès de nos étudiants, de sa faculté, de ses partenaires internationaux en tant qu'enseignant, vice-doyen et aujourd'hui doyen. Mais c'est également pour ses activités de recherche, à l'interface entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées et aux frontières entre plusieurs disciplines. Ton domaine de recherche, c'est la matière molle. C'est un domaine qui se situe aux frontières de la physique, de la chimie et de la biologie, où les interactions entre les molécules sont faibles, de l'ordre de grandeur de kT, l'énergie thermique, où un recuit de quelques dizaines de degrés peut complètement changer la texture du matériau et ses propriétés. La matière molle, où les matériaux ne sont ni solides ni liquides, mais dans des états intermédiaires ou composites, comme les polymères, les cristaux liquides, les gels, les mousses et les pâtes à la carbonara. Qu'est-ce qui t'intéresse sur ces systèmes de matière molle? Tu fais des calculs de thermodynamique statistique. Nos étudiants le savent bien, la base de la thermodynamique statistique, c'est compter le nombre de configurations que peut adopter un système.
Prenons un exemple à la frontière entre les matériaux et le génie alimentaire, à la frontière entre les sciences fondamentales et appliquées, et qui va faire le lien entre tes racines italiennes et ta carrière au Québec. J'ouvre un paquet de spaghettis. Je prends une poignée de spaghettis, je le lâche sur la table. Comme des Mikado, la thermodynamique statistique consiste à déterminer le nombre de configurations différentes et à identifier la configuration de plus basse énergie, qu'on qualifie d'équilibre thermodynamique. C'est un problème complexe qui devient beaucoup plus simple si, au lieu de laisser tomber sur la table, je les fais tomber dans l'eau bouillante. La branche dans laquelle tu t'es spécialisé est celle de la modélisation multi-échelle. L'échelle macroscopique, c'est le plat de pâtes. L'échelle microscopique ou atomistique, c'est l'échelle des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène qui les composent. L'échelle quantique, ce sont les électrons qui assurent les cohésions entre ces atomes. Et toi, tu t'intéresses particulièrement aux échelles intermédiaires, qu'on qualifie de mésoscopiques, quelque part entre les atomes et le plat de pâtes. Parmi tes nombreuses publications, il y en a une que je recommande particulièrement à nos élèves, qui apparaît au tableau, Simulation mésoscopique des polymères, que tu as copublié avec un de tes doctorants, Alexandre Fleury, que tu as publié dans la revue de référence de nos chers élèves, Les techniques de l'ingénieur. Ils y apprendront comment modéliser les interactions entre les glucides complexes ou les protéines. Nos élèves de matériaux pourront ainsi optimiser les propriétés mécaniques pour l'étape de mise en forme par laminage, et ceux de génie élémentaire, les propriétés thermomécaniques pour une optimisation de la cuisson al dente. Les méthodes de calcul multi-échelle que tu développes sont adaptées aux systèmes complexes, comme les systèmes biologiques et thérapeutiques. Ce sont ces opportunités de collaboration au cœur des thématiques nourrir, soigner, protéger de notre université d'excellence, établissement public expérimental, et tes collaborations de longue date avec Bruno Améduri, et plus récentes avec l'équipe d'Arman Mehdi à l'Institut Charles Gerhardt et la nôtre au laboratoire Charles Coulon, qui t'ont conduit à candidater et à être lauréat du programme de scientifiques invité Make It et de passer 4 mois l'hiver dernier au chaud dans nos laboratoires. Ce travail de numéricien expérimentaliste qui propose une vision chimique pour le traitement de problèmes physiques comme tu te définis toi-même. Tu le développes volontiers en partenariat avec le monde industriel. Une partie significative de tes financements de recherche vient de l'industrie. Tu es l'auteur de plusieurs brevets. Et tu as d'ailleurs toi-même, cela a été rappelé tout à l'heure, occupé pendant quelques années des fonctions d'ingénieur au début de ta carrière. C'était au sein de la direction militaire du CEA. Mais tu l'as quitté rapidement pour rejoindre tes premières amours, le monde académique et le Québec. Convaincu de l'importance de travailler avec le monde de l'entreprise, tu veilles également à la diffusion de la science à la société, au grand public. Tu es par ailleurs un grand amateur de littérature et de philosophie. Et tu tires volontiers le fil des analogies entre science et société, en citant notamment le grand Carl Sagan. L'humanité est un moyen inventé par l'univers pour prendre conscience de lui-même. Chacun pourra apprécier cet autre aspect de ton talent de transmetteur de connaissances à la frontière de la science et de la philosophie dans un moment. Okay. Cher Armand, je suis fier d'être le parrain d'un collègue et ami qui fait carrière au sein d'une université stratégique, partenaire stratégique de l'Université de Montpellier et de Polytech. Reconnu pour ses innovations pédagogiques, son travail de recherche en lien avec les entreprises, son engagement sur les enjeux de la transition économique. Je suis honoré de célébrer un enseignant qui place les étudiants, la pédagogie et les échanges internationaux au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Un chercheur qui franchit, voire transgresse, les frontières géographiques, bien sûr, mais aussi disciplinaires, et également entre les mondes académiques et industriels. Un citoyen du monde qui l'observe par le prisme de la science, pour le réinterpréter à la société. Cher Armand, je suis fier d'être ton parrain. J'espère que tu seras tout aussi fier d'être le parrain officieux de cette promotion d'étudiants de matériaux et de génie biologique alimentaire, dont statistiquement, 2 ou 3 vont bientôt arriver à Sherbrooke pour un double diplôme, ou un semestre d'études, ou un stage. Tu les reconnaîtras, car ils t'aborderont avec cette clé secrète d'identification. Professeur Soldera, j'ai assisté à votre premier cours en tant que docteur honoris causa de l'Université Montpellier et je pense à vous à chaque fois que je prépare des pâtes à la carbonara. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers élèves, à la fin de cette cérémonie, nous aurons l'honneur et le plaisir de compter un membre de plus dans la grande famille de l'Université de Montpellier, le professeur Armand Soldera.
Bien, formellement, chers collègues, donc, si les locaux de l'État veulent bien se lever aussi, excuse-moi. D'ailleurs, t'as oublié la prothèse. Voilà. Donc, chers collègues, eh bien, officiellement, nous faisons docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Alors, il y a ensuite les attributs doctorat honoris causa, et notamment l'épitoge, que nous remettrons à la fin de la cérémonie, parce que j'ai vu que vous avez déjà une sur la robe de l'université, mais vous aurez la vôtre donc à la fin de la cérémonie, et nous remettrons après avec quelques petits présents. Je propose maintenant que nous ayons un petit intermède musical, et puis que nous ayons le plaisir, donc, nouveau docteur de l'université, de vous écouter. Merci Voilà. beaucoup. Merci en tout cas. Merci. beaucoup.
Monsieur le président de l'Université de Montpellier, monsieur le conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le directeur de Polytech Montpellier, Lionel, chers amis, chers invités, merci d'être là. Que d'honneur. Donc, avant de vous faire la présentation, le cours, j'aurais quelques mots à dire, même de remerciements. Donc, en ce début d'année, alors que j'étais justement scientifique invité par Mekit, lors d'un dîner, au Québec, on dit ça dîner, donc à déjeuner, je fais la traduction simultanée, je dirais, avec mon parrain, Eric. Celui-ci me fait part d'un doctorat honoris causa. Moi, je réponds, bien sûr, mais quel type de personne tu cherches? Et puis, il me répond, ben non, disons en français, je ne sais plus, donc au Québec, nous avons pensé à toi, et je vous laisse imaginer alors quelle ne fut ma surprise. Je suis loin de chercher les honneurs, j'aime collaborer, faire des choses ensemble, qu'on fasse quelque chose de nouveau, qui sort de la boîte, en fait. Mais quand on vient me chercher pour me décerner un prix, et celui-ci en est tout un, je ne peux que rester bouche bée dans un premier temps. Et dans un second temps, je voudrais vraiment remercier Eric, Lionel, Céline, le comité, qui justement m'a choisi pour recevoir cette distinction. Elle est et sera sans aucun doute un des plus beaux hommages obtenus durant ma vie professionnelle et universitaire. Je suis donc autant honoré que touché que pour un expatrié comme moi, le fait de me faire reconnaître à la maison est une étape vraiment chargée d'émotions. C'est un moment que je peux considérer comme charnière dans mon parcours entre la France et le Québec. Merci donc vraiment du fond du cœur. Et cette distinction confirme et ravive le bonheur que j'ai de poursuivre ma carrière en milieu universitaire. C'est pourquoi, avant d'aborder avec vous quelques réflexions sur ma vision des liens entre science et société, le titre de ma présentation, je tiens à saisir cette occasion que de rendre à ce milieu universitaire l'hommage qu'il mérite, et comme l'a souligné d'ailleurs Lionel, le côté ingénierie et université. La première raison est personnelle, car le fait de recevoir cet honneur de la part d'une université reflète mon propre parcours, et je parle aux étudiants justement. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais, j'ai dit aux enfants, faites des études pour essayer de faire au plus ce que l'on aime. Et donc je me destinais au début à des études courtes, BTS en informatique, puis j'ai voulu faire professeur de lycée avec une licence en sciences physiques, mais j'aimais trop la recherche, donc j'ai laissé faire. Et j'ai décidé d'aller faire un master en chimie physique. D'ailleurs, j'étais le premier à partir d'une licence sciences physiques pour faire une maîtrise en chimie physique. Puis j'ai obtenu mon PhD, puis j'ai adoré travailler sur les cristaux liquides. J'en ai fait la synthèse et la caractérisation physique. Rien à voir avec la simulation. Et je suis ensuite parti pour cette autre grande université, qui est l'université de Strasbourg, autre que celle de Montpellier. Après un stage postdoctoral à l'Université de Laval du Québec, période durant laquelle je suis tombé en amour, pas seulement avec ma conjointe, et je ne voudrais pas faire... il y a un côté émotionnel, je ne voudrais pas dire plus, mais je la remercie autant, parce que si j'ai pu faire plein de rencontres, etc., c'est grâce à elle, les 3 enfants qu'on a eu. Donc, Éloi ici, puis Maxence et puis Eugénie qui ne peuvent pas être là. Mais bon, j'arrêterai là parce que sinon trop d'émotions vous viendrait. Donc, je suis allé dans cette belle province et j'ai fait un court postdoc à Groningen et ensuite aux Pays-Bas pour ensuite intégrer le CEA comme ingénieur de recherche. Donc, le côté ingénieur-recherche. Et puis, j'ai démissionné du CEA. On me dit, tu démissionnes pas du CEA. Mais non, pour faire en fait ce que j'aimais faire, l'enseignement et la recherche. Et je suis parti à Sherbrooke. Je sais que ce parcours étonne certaines personnes dans notre univers académique français. Et je dois dire, j'en suis fier. J'ai pu changer, partir, changer de milieu, faire ce que j'aimais.
S'il n'est pas question pour moi de me lancer dans une diatribe sur les vices et vertus des grandes structures françaises, je ne voudrais pas du savoir, je ne me priverai tout de même pas de vous parler de la liberté dont nous jouissons dans le monde universitaire, et ça a été souligné par le président, et à laquelle je tiens énormément. Et en tant que doyen, je pousse ceci, la liberté académique, pour moi, est essentielle. Donc d'abord, la liberté d'accorder à l'acte d'enseigner la place qui lui revient. À Sherbrooke, j'ai découvert un univers où l'enseignement joue un rôle prépondérant à l'échelle institutionnelle, et cela a été souligné par mon parrain, et où la réussite des personnes étudiantes, et non seulement leur apprentissage, mobilise toute la communauté universitaire. Ensuite, la liberté de se consacrer aux thèmes de recherche qui nous animent réellement. La recherche qui s'appuie sur la richesse intellectuelle et créative des personnes étudiantes, qui rêvent de changer le monde et de se donner les moyens de le faire. Cette liberté, je la trouve stimulante et grisante, particulièrement quand elle a pour effet de nous rapprocher, nous, de chaque côté de ce grand lac qu'est l'Atlantique. La joie que je ressens à l'idée de recevoir ce doctorat honoris causa souligne d'abord mon travail de rapprochement entre l'institution où j'ai eu le bonheur d'exercer depuis 2002, l'Université de Sherbrooke, et ce grand partenaire international qu'est l'Université de Montpellier, et en particulier Polytech, à travers de cette école d'ingénieurs. Donc ça vient confirmer cette conviction d'une façon toute personnelle, ce dont je vous serai éternellement reconnaissant. Et en ce sens, sachez que je vois d'abord cet honneur comme un levier vers encore plus de rencontres. On a commencé des rencontres ce matin et des rencontres encore demain pour continuer ceci, faire plus de collaboration, plus de rapprochement et encore plus d'idées de collaboration. Des co-tutelles, venir des étudiants, des stages. Car au final, rien de tout ça n'est à propos de moi, c'est à propos de nous tous. Et c'est ce qui m'amène à la partie un peu plus engagée de cette allocution. Et j'ai le plaisir de me consacrer à ma mission dans un esprit qui laisse toute la place à l'expression de mon engagement social, citoyen et académique. Alors il est naturel que je vous parle aujourd'hui de la science comme d'une métaphore de nos sociétés humaines. Donc je vais faire ma petite présentation. Et donc j'ai essayé justement Eric m'a dit, fais quelque chose, bien sûr, plus grand public. J'ai parlé un peu de science, mais j'ai donné des conférences là-dessus. Et donc, voilà, la cérémonie en docteur honoris causa. Donc, l'idée de passer de l'atome au matériau, une métaphore de la société humaine. Donc, l'idée derrière ça, c'est de parler de l'influence de la science sur mes recherches et également ma philosophie de vie. En fait, j'ai été donc directeur de département. Quand on est venu voir, en fait, j'étais prof. Moi, j'ai voulu venir à l'université de Sherbrooke pour faire de l'enseignement et la recherche, nos deux missions universitaires. Puis à un moment donné, quelqu'un frappe à ma porte, barre la porte, un prof du département de chimie, Armand, est-ce que ça te tenterait de devenir directeur? Bon, il y avait deux clans. Alors il me disait, tu es au milieu, tu les rapproches. Puis à partir de là, j'ai pris un peu la piqûre de ça. Mais comment faire en sorte d'appliquer de la gestion alors que je ne suis pas du tout gestionnaire? Et même la chose la plus difficile que j'ai eue quand je suis arrivé à Sherbrooke, c'est-à-dire de faire de la stratégie, quelque chose de nouveau. On dit prof d'un labo, et il a ensuite que faire. Et la même chose pour la direction. Donc c'est ça dont je vais vous parler un petit peu avec des liens avec la science. Et l'autre point, peut-être des goûts artistiques. Alors, quel goût artistique? Qui ne connaît cette structure? Devant l'université de Montpellier, plusieurs se posent la question. Et moi, j'ai trouvé une réponse à ce questionnement. Eh bien, c'est l'ordinateur. Eh bien, c'est comme un 0 puis un bit d'ordinateur. Et là, ça fait le lien avec ce dont je vous parlais, avec la recherche aussi que je fais, avec l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, donc j'ai monté le premier bachelor, licence, en sciences de l'information quantique, parce que c'est vraiment d'actualité. Et j'ai inséré ça dans ma recherche aussi. Il faut innover. On est là, en tant que professeur, il faut innover. Il faut sortir de ce qu'on fait pour tenter des choses nouvelles.
C'est à nous de le faire, en tant que chercheurs, d'académiciens, de faire de la recherche qui innove, mais pas forcément dans son domaine, toucher à quelque chose d'autre. Là où peut-être à l'industrie, ils ne veulent pas forcément y aller, parce que ça touche des choses difficiles, pas forcément de réussir, mais c'est notre but. Ce n'est pas la course aux articles, c'est la course à quelque chose de nouveau, d'innover. C'est notre but en tant qu'université. Donc le qubit, c'est... Donc autant l'ordinateur classique, c'est 0 ou 1, on allume la lumière, on l'éteint. L'ordinateur quantique, c'est avec des qubits, c'est entre 0 et 1. Donc on fait le parallèle, le premier, à avoir, disons pas le premier, on parle de l'équation de Schrödinger. Alors là, vous voyez en haut, c'est sur sa tombe, c'est sa fameuse équation de Schrödinger. J'enseigne la chimie quantique, donc on pourra en parler, mais mon but, c'est pas ça, j'ai très peu d'équations. Okay, et on connaît peut-être Schrödinger par son chat, donc c'est l'infirmière qui dit à Schrödinger, écoutez, pour votre chat, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, le chat, c'est ce qubit. C'est 1 heure après, on ouvre la boîte où il y a un chat, puis on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et avant, il était mort et vivant en même temps. C'est assez surprenant, mais c'est basé sur des statistiques. Et donc, tout l'ordinateur quantique est là-dessus. Mais avant d'aller sur ces stats, je voudrais vous parler de celui par qui tout est arrivé, le quantique, c'est Dirac. Dirac, c'est lui qui a mis la première équation pour représenter le rayonnement du corps noir, en fait le rayonnement du Soleil, par exemple. Et en trouvant l'équation qui régissait ça, eh bien le quantique est arrivé. La seule explication, c'était d'expliquer qu'il y avait des sauts d'énergie et c'était pas continu en fait. Le côté quantique, ce n'est pas continu, c'est discret. C'est 1, 2, il n'y a rien entre les deux. C'est quand même surprenant. Et donc, le qubit, c'est donc 0 et 1, mais c'est le résultat. Avant, on ne sait pas. Et donc, c'est quoi qu'il a sorti en 1929, un fameux article. Il dit, maintenant, avec l'équation, on connaît tout du quantique. Juste pour vous dire que pourquoi c'est arrivé le quantique, il y avait trois grands nuages. On ne connaissait pas le rayonnement du Soleil. On ne comprenait pas ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, le prix Nobel de physique, le seul prix Nobel d'Einstein, pour expliquer ceci, et la capacité, le comportement. Mais ça, le plus important de voir, c'est le rayonnement du Soleil. Et donc, selon lui, il dit qu'avec tous les ordinateurs, on pourrait répondre à toutes les questions qu'on pourrait avoir. On parle presque de réductionnisme, c'est-à-dire on réduit au tout. Donc, à partir de l'atome, on pourrait aller directement au pneu. Et un pneu, c'est difficile avec les couches. Parlez-en à Michelin, c'est pas évident. Okay, donc, vous passez de l'atome au pneu, au matériau, si vous voulez. Et en fait, c'est Descartes, on peut revenir à Descartes, qui disait que comprendre le tout en réduisant à ses parties, que tout pourrait être réduit. Et c'est intéressant d'un point de vue chimie, parce qu'on se dit on peut calculer certaines propriétés à partir d'une molécule, c'est le principe même de la chimie quantique. Une molécule, on a une propriété, et que l'on mesure, qu'on compare, et bien oui, c'est vrai, à partir d'une molécule. Mais là, si on compare à autre chose, en fait, si on va plus loin, selon le réductionnisme, donc on part de l'atome, eh bien on pourra aller jusqu'à l'organisme vivant, donc comprendre la vie. Donc ici, de cette fourmi, on peut aller plus loin, de cette fourmi, on pourrait même comprendre le comportement des fourmis dans une fourmilière, et donc finalement à la société. Donc, si on va jusqu'au bout du réductionnisme. Donc il y a quelque chose d'autre derrière ça. Et on parle d'émergence. Alors là, il faut revenir à Aristote. Le tout est quelque chose de plus que ses parties. Alors si j'avais plutôt des Chinois devant moi, j'aurais dit que c'est Confucius qui a dit ça, donc on ne sait pas vraiment qui le premier. Et Anderson, c'est Philippe Anderson, prix Nobel de physique, qui, lui, écrit que le tout n'est pas seulement différent, mais plus que la partie, mais différent de ses parties. Il va encore plus loin. Alors je vais résumer avec une petite image. Donc en prenant 3 triangles, donc 3 parties, et on les met ensemble, et bien sûr on peut former un triangle, mais on peut très bien former un carré, et d'une autre couleur, donc vraiment différent. Et donc derrière ça, on passe de partie à quelque chose de complètement différent. Et en fait, c'est l'idée d'émergence. Et donc, comment expliquer tout ça? Je vais en revenir là-dessus. Alors, je vais vous donner un exemple très simple d'émergence.
Et puis, bon, on en a plein dans la vie de tous les jours, mais un petit jeu, en fait. Avec 3 règles, c'est le jeu de la vie. Donc, l'idée du jeu de la vie, c'est 3 règles simples de survie d'une cellule, de dessin, la mort et la naissance. Et là, on va prendre ce petit dessin. Vous voyez 3 petites cellules vivantes, c'est les points noirs. Et donc, si on prend cette cellule du milieu, vous voyez ici, eh bien, elle est entourée de 3 cellules vivantes. Et donc, je vois que c'est une naissance, en fait. Une cellule morte ayant exactement 3 voisins vivants devient vivante à la prochaine génération. Et c'est ce qui se passe. Si vous faites la même chose pour les autres, vous obtenez ça. Et en fait, ça vient comme ça de côté. Qu'est-ce que vous obtenez après? Regardez ce genre d'animation. Donc, à partir de règles très, très simples, et puis là, on peut discuter longtemps, il y a d'autres jeux de la vie qui ressemblent à ça, des formes assez particulières avec la vie qui se réalise, quelque chose. C'est le jeu de la vie. Donc là, moi, je m'étais posé la question en faisant la recherche, pour tenter de départager le réductionnisme et l'émergence, on peut faire la simulation, et Eric en a parlé tout à l'heure, et je vais revenir là-dessus. Donc, comment on l'intègre, cette simulation moléculaire? Donc, on part de l'atome, on va vers la théorie, ça c'est l'équation de Schrödinger, donc on va dire que c'est les équations qui régissent la chose, la théorie. On va vers l'expérimental, donc appliquer l'expérience aux théories. Et là, on va vers l'ordinateur, la simulation. Donc, dans mon cadre, c'est comme une nouvelle... c'est une nouvelle façon d'approcher la science. Certains parlent d'une 3e voie pour faire de la science à côté de la théorie et de l'expérience. Mais le tout interconnecté. Et donc là, je simplement dessiné un ordinateur quantique. Maintenant intervient aussi l'ordinateur quantique dans cette approche-là, approche dite multi-échelle, comme Eric l'a présenté. Et donc là, on peut passer de l'atome au matériau. Mais je voudrais insister un peu là-dessus. Ça, c'est l'entropie. Donc l'entropie, c'est, pour représenter de façon très pédagogique, on peut parler de la flèche du temps. Imaginons un verre d'eau, vous mettez de l'encre, vous avancez dans le temps, vous voyez que la flèche va que dans une direction. On ne peut pas aller dans l'autre sens. L'irréversibilité, c'est l'entropie. Comment le voir maintenant? Donc, d'un point de vue, disons, plus représentatif, simple, physique statistique, quand même. Donc là encore, vous voyez, j'ai représenté la tombe de Boltzmann avec l'équation aussi écrite là-dessus. Donc, les plus grands ont leur équation sur leur tombe. Et donc, si on regarde un compartiment, on le divise en 2, on prend une particule de gaz. Et on se dit, quelle est la chance, la probabilité d'avoir la particule à gauche ou à droite? Donc là, c'est une chance sur 2 d'avoir à gauche, une chance sur 2 de l'avoir à droite. La somme des deux donne 1. Donc on est sûr de trouver la particule là-dedans. Maintenant, imaginons 2 particules. Pour les avoir comme ça, c'est une chance sur 2. Mais les avoir d'un côté, c'est une chance sur 4. Les avoir de l'autre côté, une chance sur 4. Alors imaginez quand vous en avez beaucoup. Donc là, pour revenir en arrière, pour avoir toutes les particules d'un côté, la chance est moindre de les avoir. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Et donc, pour représenter toute cette, cette statistique associée, on parle de courbe de Gauss, une gaussienne, d'un point de vue statistique, et elle émerge, vous voyez bien, j'ai mis le mot émerge, en fait, de processus totalement aléatoires. Et donc là, je voudrais mettre un autre nom, je ne pense pas qu'il est sur sa tombe d'équation, mais c'est quand même un statisticien bien connu, un Belge, des années 1830, je pense, Quetelet, qui a représenté, par exemple, la taille des personnes sur une courbe gaussienne. C'est tout l'aspect aléatoire. Et donc, je donne un exemple. On lance une pièce de monnaie, pile ou face. Un événement, 30 lancés. Normalement, vous dites, c'est 15 piles, 15 faces. Ben, pas forcément. Donc, normalement, on s'attend à 15 piles, 15 faces. C'est la plus probable, je dirais. Mais quand vous faites 50 événements comme ça, ben, la courbe de Gauss, elle n'est pas très belle, c'est celle-ci. 100, ça augmente. 300, c'est encore plus. Donc, plus le nombre est grand, plus on s'approche d'une courbe gaussienne. Et là, on peut faire le parallèle, pile ou face, comme le qubit dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour les matériaux, on parle du nombre d'Avogadro.
c'est le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Pour vous donner une idée de l'énormité de ce nombre, c'est 6 puissance 23, imaginez qu'un atome, c'est une balle de ping-pong de 4 cm de diamètre. Alors vous me dites, et puis on va essayer, avec ce nombre d'Avogadro, de recouvrir une partie de la surface de la Terre. D'après vous, imaginez, ce n'est pas seulement l'Europe, ce n'est pas seulement une fois toute la Terre, c'est toute la Terre sur 80 km de hauteur. Donc c'est un nombre faramineux. Okay. Donc là, on joue, justement, la physique statistique, c'est jouer sur les petites fluctuations, mais c'est un nombre énorme. Okay. Donc, faire le lien avec tout ça, juste pour vous dire, ça on parle des fois, on entend de la courbe de Bell. Ça, c'est le livre qui a amené la courbe de Bell d'un sociologue et d'un psychologue. Attention, parce que là, ça a été mal interprété. Il y a tout un phénomène de l'eugénisme était basé sur cette courbe, donc il faut faire très attention à l'interprétation que l'on peut avoir de la courbe gaussienne. Il parlait de QI, donc vive polémique. Alors maintenant, on va relier ça, tout ça. La vie, je dirais, un peu de philosophie, de vous mettre presque cette équation sur laquelle je parlerai, c'est la variation d'énergie libre. Donc il y a l'aspect, vous voyez, ici le delta S, donc la variation d'entropie dont je vous ai parlé, et l'autre c'est delta U, c'est la variation d'énergie. Et donc on peut dire d'une certaine façon, je dis bien, que U représente l'ordre et S le désordre. Vous avez eu plein de particules. Ou encore prédictibilité et imprévisibilité. Mais là, il y a des points intéressants de travailler là-dessus, de regarder et faire le lien avec la société. Si la variation d'énergie est nulle, on parle en thermodynamique de transition de phase. Mais ça correspond à une température qui permet la transition de phase. On passe du cristal, de la glace, au liquide. Et ça à 0 degré. Okay. Mais si on regarde ça de la société, imaginez l'ordre, puis le désordre. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué, étant jeune. Le 16 décembre 1989, Ceausescu, à l'époque, dictateur de la Roumanie. Il parle, on le filme, tout d'un coup, il entend dans cette foule immense un petit bruit. Ça commence à bouger. Et puis, il sent que la foule s'anime. Et là, vous pouvez aller voir sur YouTube, ça s'arrête, on entend juste parler, il parle de tremblement de terre et c'est le début de la fin. Et donc c'était lui qui a imposé un ordre, tout le monde était unidirectionnel, et après c'était un peu, disons, le désordre, c'était la révolution roumaine. Okay. Donc un lien, il y a quelque chose qui se passe, mais la transition peut être plus longue, etc. Ensuite, si on regarde la variation d'entropie faible, eh bien il y a la loi de Brooks. La loi de Brooks, c'est de dire comment faire émerger une idée, c'est entre 5 et 7 personnes. Donc là, il y a des interactions entre les personnes et l'idée émerge. Et je crois toujours beaucoup en ça, c'est-à-dire mettre les gens ensemble. C'est ça, tous nos liens. On est toujours 5, 7 personnes et quand on les met ensemble, il y a un effet, il y a de la sociologie derrière qui fait en sorte qu'il y a une idée qui émerge. De qui elle vient? C'est pas intéressant. Oui, il y a une personne qui a eu l'idée qui va révolutionner le tout, mais cette idée est venue à cause de la rencontre des autres. Elle n'est pas forcément venue de tout seul. Et puis si on augmente le nombre S, eh bien, il y a le nombre de Dunbar, 150. C'est quoi le nombre de Dunbar? C'est le nombre maximal de relations sociales stables. Alors, pour lire quelque chose de vraiment super, c'est Harari, le livre Sapiens, le premier livre qu'il a fait, qui parle de ça. Et en fait, le nombre augmentant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il faut un mythe, et il donne l'exemple de Peugeot, justement. Donc, l'influence de la science sur la vision de la société, eh bien, faire des réseaux, c'est le but, c'est nos collaborations avec des points forts. Les réseaux, pour avoir quelque chose de fort, un thermoplastique, une résine, c'est beaucoup plus de liens avec des entités fortes. C'est ça un réseau. Il y a plein d'exemples, et là, je vous en donne quelques-uns. Le fluctuation, dissipation, quand on bouge quelque chose, il faut du temps avant que ça tombe dans l'équilibre. Le fait d'avoir la stabilité. Exemple, j'essaie toujours d'avoir quelque chose où là on crée des pôles. Ça s'appuie sur 3 piliers. Il y a l'enseignement, la recherche et le côté transfert technologique. Pas 4, c'est moins stable. Donc,
pour revenir à cette équation, moi, ce que j'aime beaucoup quand quand je suis en groupe, direction, doyen, vous voyez, l'énergie, je suis le petit bonhomme rouge, là. Si on me fait bouger beaucoup, si je ne suis pas bien, si je ne suis pas convaincu de ce que je fais, je vais tomber dans un autre niveau. Ah, il n'y a pas les flèches. C'est delta U plus bas et delta S qui augmente pour avoir le delta F le plus bas possible. Donc, pour terminer sur mon aspect scientifique, moi, je travaille tout en haut, au niveau de l'atome, mais pour aller jusqu'à l'organisme vivant, il y a quand même quelques marches. Il faut collaborer pour faire ça. Obligé. On ne travaille plus en silo. Donc, comme l'a dit, ah oui, il a volé le scoop. Donc, pour représenter les polymères, les plastiques, je travaille sur les polymères, les plastiques, eh bien, il y a aussi une façon de représenter, c'est le plat de spaghetti, et il y a aussi le côté gaussien derrière tout ça. Je n'ai pas marqué carbonara, mais bon, on peut y penser. Et donc, voilà, interaction avec les atomes, donc je replace cette équation-là. Il y a le delta U, donc c'est les liens entre les personnes, c'est les liens entre les atomes. Le côté, donc les liens Montpellier-Sherbrooke que je veux pousser, comme je l'ai indiqué. Comment les faire bouger, ces atomes? Eh bien, bien sûr, on utilise la loi de Newton, qui mieux de la recevoir, c'est bien sûr Newton, avec un dessin de Gottlieb, hein, pour ceux qui connaissent, dans rubrique à braque. Et donc, juste pour vous donner une idée, alors là, j'espère que ça va bouger. Ah non, ça va pas. Attention, on peut cliquer dessus. Ah ouais, vas-y. Donc ça, c'est un cristal de glace. Vous voyez, on met de la température. Donc la température augmente. Et vous voyez, on a encore un cristal. Et tout d'un coup, la température dont je vous parlais, de transition, voilà ce qui se passe. Okay, c'est ça la simulation. Donc le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, cela fonctionne. Alors, quelques exemples. Je travaille sur la transition de vitreuse des polymères. Là, c'est un verre. On ne la comprend pas encore. Les verres, les premiers verres, l'époque pharaonique, on ne comprend toujours pas. C'est des échelles de temps incroyables. Les matériaux oxytiques, ça c'est super de travailler là-dessus. Imaginez, vous étirez un matériau, vous l'étirez, il augmente de volume. Vous compressez, il se compresse. Ça, c'est l'armée qui a beaucoup été intéressée par ça. Pourquoi? Pour les gilets pare-balles. Ça a un impact. Pour les nouvelles membranes pour les véhicules électriques. General Motors, Hydro-Québec s'intéresse à ça. Et bien sûr, les cristaux liquides. Et plein d'autres choses, réactivité, propriétés mécaniques, etc. Donc, en conclusion de tout ça, comprendre la société via la science, je vous ai donné un bref aperçu. Je trouve, pour mes actions en tant que gestionnaire, etc., où chercher dans la science. Et ça marche, bien sûr. Je fais le lien, ce que je voulais vous montrer. Comprendre la science via le comportement humain, bon, on pourrait aussi faire ça. La courbe de Gauss, tellement intéressante, je trouve, il y a plein de choses encore à dire. Ce côté aléatoire, j'adore quand je donne mon cours de thermodynamique statistique, je mets beaucoup là-dessus. Et puis, dernier livre de Harari, ok, je n'ai pas de part avec lui, mais il est excellent, c'est Nexus, il vient de sortir cette année, ça pourrait intéresser, c'est sur l'information et l'intelligence artificielle. Donc il voit, et c'est fabuleux, et il dit quelque chose, en fait, il y a un équilibre délicat entre l'ordre et la vérité. En fait, je fais directement le lien avec delta U, delta S. Donc on va plus loin la courbe de Gauss sur le désordre, mais sur le côté vérité. Et fabuleux, je vous conseille vraiment de le lire. L'émergence, encore plein de questions. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de livres qui sortent là-dessus, sur la provenance, les lois universelles, contrôlables. Peut-on décrire un phénomène émergent en le réduisant à des interactions entre ces parties? Pas toujours évident, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Et puis pour terminer, bien sûr, continuer nos collaborations, comme je l'ai indiqué. Ce matin, c'est pas gros, demain, encore plein de rencontres, grâce à Karine, représentante de l'Université de Sherbrooke. Et donc, voilà. Donc, avant tout, merci aux étudiants. Ça, c'est une photo parmi plein d'autres. Ceux qui font plein de choses. Sans eux, on ne ferait pas grand-chose en tant qu'enseignant. Ils font la recherche et c'est toujours mettre une ambiance. Et je tiens encore à remercier Polytech, l'Université de Montpellier, et vous pour votre attention. Merci beaucoup à vous.
Alors, avant de clôturer cette cérémonie, on a quelques cadeaux provenant de l'université, puis de l'école. Et j'appelle aussi Madame Berger. Madame Berger, venez aussi, parce que je crois que vous avez beaucoup contribué au choix, effectivement, de ces cadeaux. Tu avais quand même quelque chose Alors, là? moi, je Ah vais- ouais, voilà. oui, alors attends, vas-y. Ok. Voilà. Donc, symbole les 3 rounds, donc symbole docteur, voilà, qui peut s'approcher à la toge. Ouais. Donc, Ouais, c'est oui, bien sûr. d'autres universités. Alors, c'est pas les mêmes couleurs qu'à Sherbrooke. Non, parce que mais c'est le vert. et c'est une le- couleur et le jaune. complémentaire. Donc, Voilà, tout à fait. Donc, je laisse là, voilà. La médaille de l'université de Montpellier. Alors bon, c'est aussi côté nom, mais il y a non NOM. Hein. Ouais, Donc, ouais. il y a le logo de l'université pour le souvenir. Un petit également souvenir sur un aspect caché de Montpellier, parce qu'il faut aussi le VRP. Donc, c'est que Montpellier a une notoriété aussi historique sur le parfum. Ok. Donc, à lire et à tester sans modération le parfum du Jardin des Plantes. Donc, vraiment, je fais le VRP, je fais le Pierre Bellemare. J'ai fait le Pierre Bellemare donc, de la vente. Voilà. Et je laisse la suite à l'autre Pierre Bellemare. Donc, qui va faire Merci beaucoup. Pierre Bellemare est un très bon animateur, enfin, Ouais. disparu. Voilà. Ouais. Donc, merci, Merci. cher collègue. Alors, je vais me faire aider. Je vais me faire aider parce que... oui, voilà. Bah, c'est exactement ça. Ouais, pour ceux qui connaissent. Ah, voilà, il faut. Celle-là est excellente. On va appeler comme ça. Voilà. Et donc, du coup, il y avait un certain nombre de choix de cadeaux, mais je te laisse les présenter. Tout d'abord, cette médaille que nous avons fait frapper spécialement à la Monnaie de Paris. Et tu verras qu'à l'arrière, cette médaille, elle évoque absolument ton parcours parce qu'elle nous rappelle une phrase très célèbre qui nous dit qu'il y a beaucoup trop de murs et pas assez de ponts dans ce monde. Et elle en est tout à fait le symbole. Et ce tableau, tu vas le découvrir soigneusement. Il illustre tout à fait nos dernières discussions. Il a été réalisé par un artiste local et il incarne la paix. Et avec un petit clin d'œil à la littérature que tu affectionnes tant. Donc je pense que tu te reconnaîtras dans cette illustration. Alors, ça c'est pour autre chose. Voilà. Et donc, alors le bouquet de fleurs. Non, c'est pas pour toi. C'est pour madame. Voilà. Bien. On va dire un petit mot de clôture. Vas-y, je t'en prie. Hein. Ouais, Non, je voudrais juste vous remercier de tous pour votre présence. Une nouvelle fois, chers collègues, vous remercier donc d'être venus et de cette très belle leçon. Donc maintenant, vous êtes docteur de l'Université de Montpellier. Ça oblige à ne parler qu'en bien de l'Université de Montpellier et de ses composantes internes, bien sûr, faculté et école. Et puis, je veux remercier également donc, les musiciens qui traditionnellement nous accompagnent dans toutes ces cérémonies. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous.
Je remercie également l'équipe administrative donc de Polytech, Madame Berger, qu'on découvrira avec un autre talent donc, dans quelques jours pour la remise des diplômes, puisque vous êtes aussi sur beaucoup de chantiers. Je remercie également donc la direction de relations internationales, Madame la directrice. J'excuse François Pirot, qui est le VPRI, mais aujourd'hui il est chargé d'aller récupérer les sous à l'ANR. Donc après tout, chacun ses tâches. Je remercie également la direction de la communication, la DLO et donc gestion logistique. C'est ceux qui ont rendu possible cette manifestation. Et monsieur le directeur, je te laisse maintenant convier l'assistance. Je te rends le micro. Une partie la plus agréable, et quand même remercier bien entendu également tous les services. La mise en place de cette cérémonie demande quand même pas mal d'énergie, mais une belle énergie, une énergie effectivement positive là-dessus. Et je tiens à remercier donc tous les services qui ont contribué, que ce soit ceux bien entendu centraux, que ce soit ceux de l'école bien évidemment.